Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Entre les rafales et l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron est en Inde. 4e visite à Narendra Modi chez lui, placée sous le signe de la constance et du défi aux Américains et aux Chinois. Donald Trump met en garde l'Iran contre les conséquences, je cite, d'une absence d'accord sur le nucléaire. Les discussions entre Américains et Iraniens reprennent. Jusqu'ici, les Iraniens ne montrent que peu d'inflexion quant à leur programme balistique. Et puis c'est aussi à Genève que Russes et Ukrainiens se retrouvent sous médiation américaine à quelques jours du 4e anniversaire du début de la guerre lancée par Moscou. Les discussions patinent et Kiev dénonce ce matin une nouvelle attaque d'envergure de la Russie contre son territoire. On y reviendra dans le journal de 11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, et la joie de vivre, c'est le livre d'une femme dont le nom et le visage ont fait le tour de la planète. Cette femme, c'est Gisèle Pelicot. Le procès des viols dont elle a été victime a suscité il y a un peu plus d'un an à la fois une indignation mondiale et une admiration devant cette femme qui a refusé le huis clos pour que l'on sache ce qui lui était arrivé et avec elle, ce qui arrive à tant de femmes. La sortie de son récit, publié aujourd'hui, écrit à la première personne, est l'occasion de nous demander ce qu'on a retenu, ce qu'on a appris de cette affaire, tant sur les questions de domination, de violence contre les femmes, de traitement des victimes. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Marie Schuster, Clara Achour et Anne Bouillon. Bonjour à toutes les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Marie Schuster. Bonjour Pauline. Vous êtes ici chez vous, journaliste à France 24. Vous travaillez pour le service police-justice et vous aviez couvert pour la rédaction de France 24 le procès des viols de Mazan. Bonjour Clara Achour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes violoncelliste, membre du collectif Notre Orage. Vous avez été vous-même victime de viol par soumission chimique. Votre agresseur a été acquitté. Vous nous raconterez dans un instant votre combat contre ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Et puis avec nous à distance, Maître Anne Bouillon. Bonjour Maître. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous êtes avocate au barreau de Nantes, spécialisée dans les affaires de violences faites aux femmes. Merci à toutes les trois de participer à cette discussion sur ce qu'il nous reste de l'affaire des viols de Mazan à l'occasion de la sortie de ce livre aujourd'hui et de la joie de vivre, le récit que Gisèle Pelicot fait de ce qui lui est arrivé, de sa vie d'avant et de sa vie d'après. Ouvrage tiré à 150 000 exemplaires publié chez Flammarion, traduit en 22 langues, c'est dire s'il est attendu. À cette occasion, celle dont le visage et l'histoire, je le disais, ont fait le tour du monde, a pris la parole dans la presse ces derniers jours pour la première fois depuis le procès de son ex-mari et des dizaines d'hommes qui l'ont violée pendant des années alors qu'elle était sédatée. Qu'est-ce qu'on retient de cet ouvrage ? Marc Pope a compilé pour nous certains des éléments qui sont dans ce livre. 2 ans après un procès retentissant dans le monde entier, Gisèle Pelicot se raconte dans un livre qui se veut optimiste, comme en témoigne son titre et la joie de vivre. Une appellation qui dénote par rapport à l'horreur qu'elle a vécue. Mais Gisèle Pelicot n'a pas voulu écrire un livre de victime pour que la honte change de camp. Je pense que je suis une femme apaisée. Je suis allée au bout de cette procédure, même si ça a été difficile, parce qu'il ne faut pas croire que c'est facile. Mais j'étais heureuse d'avoir mené ce combat jusqu'au bout et de me dire que je ne suis pas une féministe radicale, mais que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Donc je suis féministe à ma manière. Le long des 320 pages, Gisèle Pelicot cherche à comprendre la longue descente aux enfers que lui a fait subir son mari à partir des années 2010. Elle revient sur sa rencontre avec Dominique Pelicot, un homme qu'elle décrit comme sensible et timide. Elle évoque le gosse amoché qu'il était, ayant grandi à l'ombre d'un tyran paternel. Elle témoigne aussi de la chaleur ressentie lorsque des femmes l'ont applaudi à la sortie du tribunal d'Avignon. Elle prend alors conscience que cette histoire ne lui appartient plus totalement. Pour autant, elle refuse le statut d'icône. J'ai été heureuse d'offrir mon prénom en étendard et aussi mon histoire en exemple. Parce que je pense que cette histoire a réveillé beaucoup de conscience collective et ça a fait écho aussi à la souffrance de certaines femmes. Elles se sont identifiées à mon histoire. Pour clore ce chapitre de sa vie, elle explique vouloir rendre visite à Dominique Pelicot en prison, même si beaucoup lui déconseillent. Et la joie de vivre a été tiré à 150 000 exemplaires en France. Il sortira également en 22 langues, dont l'anglais, l'allemand ou l'espagnol.
Un symbole supplémentaire de l'onde de choc mondiale que son histoire a suscité. Voilà pour ce livre. Marie Schuster, Gisèle Pelicot, on ne l'avait pas entendu tant que ça lors du procès à l'automne 2024. Il y avait eu quelques mots à l'issue du jugement. Et donc on l'entend ces jours-ci dans certaines des interviews dont on a entendu des extraits à l'instant. On découvre quelqu'un de très lumineux. Son corps a été supplicié, mais elle est debout. Oui, tout à fait. Gisèle Pelicot a toujours tenu à se montrer digne tout au long de ce procès. On l'a vu se tenir droite, fière face à ces violeurs, ces 51 personnes, dont son mari, qui l'ont violée pendant des années. Et effectivement, on a découvert avec ces différentes prises de parole ces derniers temps, une personne vraiment rayonnante et un modèle de résilience face au supplice qu'elle a pu subir. Et Gisèle Pelicot refuse en quelque sorte d'être considérée comme une icône. Elle n'aime pas beaucoup ce mot, mais elle aime bien le mot éleveuse de conscience. C'était le but de lever ce huis clos. Elle voulait élever les consciences et faire en sorte que la société s'empare de ce débat autour du viol. Et c'est Michèle Perrault, l'historienne de l'histoire des droits des femmes, qui a eu cette expression à son égard éveilleuse. Si on est 1 an après la fin du premier procès des viols de Mazan, car il y a eu un procès en appel il y a quelques mois, à parler de cette histoire, et on l'a rappelé tout à l'heure, c'est parce que à l'automne 2024, Gisèle Pelicot a refusé le huis clos auquel elle avait droit. Sans cette décision, Maître Bouillon, le procès n'aurait pas eu cette dimension, et d'une certaine façon, on ne serait pas là 1 an plus tard à essayer de tirer les fils de ce que cette histoire nous a appris collectivement. Mais bien sûr, c'est ça qui a été déterminant en réalité. C'est le fait de vouloir rendre cette justice à portes ouvertes et le fait que nous ne puissions plus détourner le regard. C'était plus possible. Et l'acte de bravoure de Gisèle Pelicot, il réside là. Alors après, il réside dans le fait d'avoir fait face, parce que c'était pas seulement le fait d'ouvrir la porte de la salle d'audience, mais après, il a fallu faire face à toute la violence du procès. Et puis, les choses ont été extrêmement compliquées pour elle. Je me rappelle qu'elle a pu dire à un moment donné que si elle avait su à quel point tout le processus serait violent, peut-être qu'elle n'aurait pas déposé plainte. Mais oui, vous avez raison. Cette levée du huis clos, ça a été déterminant, juste peut-être indiquer que moi, dans les femmes que j'accompagne, la plupart du temps, à 90% du temps, on lève le huis clos et on ouvre les portes, et on le faisait déjà avant le procès de Mazan, mais évidemment, la dimension de ce procès a été tout à fait singulière. Et puis cette phrase « il faut que la honte change de camp », c'est une phrase d'une autre Gisèle Halimi, 1978, autre procès emblématique, historique, procès pour viol d'Aix-en-Provence, 2 touristes belges qui avaient elle aussi accepté la publicité du procès, et ça change tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de ce procès et qu'est-ce que sa couverture ont donné à voir? D'abord, Clara Achour, on a découvert, en tout cas, je crois, une grande partie de l'opinion publique a découvert il y a près de 2 ans la vertigineuse banalité des accusés, des pompiers, un pompier, un militaire, un chauffeur-livreur, un électricien de 22 à 70 ans. Est-ce que pour vous, ce procès des viols de Mazan a définitivement disqualifié la défense du bon père de famille, la défense qui voudrait dire c'est un type bien, il n'a pas pu faire ça? Je l'espère. Après, j'en ai aucune certitude, dans la mesure où, à la hauteur de la médiatisation de ce procès, il y a eu aussi la hauteur du backlash, de ce qu'on appelle le retour de bâton, des personnes qui, à tout prix, trouveront des excuses et trouveront des façons de dire « mais c'est juste un exemple et on ne peut pas s'appuyer dessus pour en faire une généralité ». Marie, là-dessus, c'est une défense qu'on a beaucoup entendue au cours de ce procès. Ce sont des hommes insoupçonnables, bien insérés. On les a vus défiler, ces hommes-là. Oui, c'est vrai. Ces hommes, on les a appelés les monsieur tout le monde. Alors, Gisèle Pelicot explique que ce ne sont pas complètement des monsieur tout le monde, parce qu'ils ont quand même fait la démarche d'aller sur ce site Coco pour aller chercher des pratiques sexuelles. On pourrait les qualifier de déviantes. Donc, ce ne sont pas complètement des monsieur tout le monde, mais effectivement, le profil des accusés, c'est, vous l'avez dit, des bons pères de famille, des fils, il y avait un peu de tout, des notables, des ouvriers, et effectivement, ce procès a permis de changer de regard sur qui étaient ces hommes, ces violeurs, et que potentiellement,
n'importe quel homme peut être un violeur. La réalité du viol aujourd'hui, selon les dernières statistiques, c'est que le violeur n'est pas comme on le prétend, selon cet a priori, n'est pas comme on le prétend, un prédateur sexuel qui vous attend dans un parking sombre le soir, mais c'est bien le père de famille, celui qui vous attend dans un espace que vous pensez sécurisé. 2 personnes sur 3 connaissent leur agresseur. Alors ça peut être un ami, un employeur, peu importe, mais la réalité est bien là. Et ce procès a bien mis en lumière ce fait majeur qui est le fait que le violeur n'est pas un prédateur qui va chasser sa proie, mais que la proie est bien à la maison. 91% des victimes de viol ou de tentatives de viol connaissent leur agresseur. Clara Achour, vous le savez mieux que nous sur ce plateau. Votre agresseur, vous le connaissiez aussi? Oui, complètement. C'était un ami de confiance à l'époque. On a beaucoup débattu, Maître Bouillon, autour du procès et de cette notion du not all men. Pas tous les hommes ne sont pas comme ça. Certains hommes, effectivement, au moment du procès, ont fait part de leur honte d'être des hommes. D'autres hommes ont rejeté les accusés du côté de l'abjection, un peu en marge de la société. Est-ce que vous trouvez que les débats au moment de ce procès ont permis de clarifier ce sujet ? Je ne sais pas. Moi, je dois dire, je suis très déçue lorsque j'ai vu que la première réaction des hommes, c'était not all men, en mode c'est eux, mais pas moi. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'analyser les choses en termes de système. Qu'est-ce qui fait que ces hommes ordinaires, qui ne sont pas des monstres, parce que pour faire écho à ce que vous disiez, que ça vient confirmer, c'est qu'un violeur ordinaire n'est pas un monstre, ça vient vraiment déconstruire la figure du monstre. Qu'est-ce qui fait que ces hommes, qui ne sont peut-être pas des hommes tout à fait ordinaires, mais qui sont des hommes qui sont nos voisins, nos cousins, nos collègues de travail, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont saisis de cette opportunité-là et ils ont cru pouvoir avoir accès au corps d'une femme endormie? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête et plus généralement dans notre société pour que des hommes se pensent légitimes à ne pas s'empêcher? C'est ça la question. Et moi, j'ai été quand même frappée de voir que cette réflexion-là, eh bien, elle n'était pas véritablement nourrie du côté des hommes, en tout cas pas tous les hommes, et que c'est là où il faut se mettre au travail. Qu'est-ce que notre société produit collectivement qui fait que ces hommes qui ne sont pas des monstres, eh bien, se soient crus autorisés à agir de la sorte? Et je dois vous dire là aussi, pour fréquenter les prétoires tous les jours, que les hommes que j'y croise n'ont rien d'extraordinaire. Les hommes que j'y croise, véritablement, sont des hommes du quotidien. Et pour autant, ils se sont crus, à un moment donné, dans certaines circonstances, autorisés à violer et à passer à l'acte. C'est ça qui est intéressant, en fait. Qu'est-ce que notre société produit en termes de rapport de domination et en termes d'inégalité structurelle entre les hommes et les femmes qui font que des hommes, et beaucoup d'hommes, violent? Sur ce que vient de dire Maître Bouillon, Clara Achour, qu'est-ce qui fait que ces hommes ne se sont pas empêchés à ce moment-là? Est-ce qu'on a réfléchi, est-ce qu'on a abouti sur cette réflexion? Non, je pense que c'est une réflexion qui nécessite encore beaucoup de temps, beaucoup de dialogue et beaucoup d'écoute. Parce que, comme le dit Anne Bouillon, je pense que rares sont les auteurs de viol qui, en fait, présentent un profil complètement hors de la société et auquel personne ne peut se rattacher ou... Quand on voit en effet qu'il y a des pères de famille, des jeunes pères, des soi-disant conjoints aimants, des personnes qui sont droites dans leurs bottes dans plein d'autres domaines de leur vie, en effet, moi, ça me questionne de savoir à quel moment, parce qu'il y a l'envie, il y a l'imaginaire et il y a le passage à l'acte. Et vraiment, ce passage à l'acte, mais pour toute chose dans la vie, ça demande un choix qui est fait, en toute conscience, j'en suis persuadée. On va écouter ce que disait Gisèle Pelicot à ce propos hier au micro de nos confrères de France Inter. On dit que c'est des hommes ordinaires et des monsieur tout le monde. Bien sûr que non, ce ne sont pas des hommes ordinaires et des monsieur tout le monde. Je rassure tous ces hommes que je rencontre. J'ai aussi des amis hommes et je leur dis bien sûr que non, vous n'êtes pas des violeurs. Vous savez qu'ils ont des repères, ils ont des valeurs et je sais très bien qu'ils n'ont rien à craindre. Enfin, on peut faire confiance à ces individus. Il ne faut pas faire l'amalgame de tous ces hommes, heureusement, parce qu'autrement on ne pourrait pas vivre ensemble. On ne pourrait pas vivre ensemble, dit Gisèle Pelicot, Maître Bouillon. Non, mais je suis d'accord avec ça. En fait,
De quoi parlons-nous? Moi, je parle d'un système. C'est-à-dire que je ne veux pas additionner des individualités. Un homme plus un homme plus un homme plus un homme font tous les hommes. C'est pas ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est d'une culture, ce qu'on appelle aussi la culture du viol, qui fait que cette idée de l'accès au corps des femmes semble faciliter et être autorisée par la réification, hein, le fait que le corps des femmes est traité comme un objet, par le fait que les femmes ne sont pas envisagées comme des individus et des sujets à égalité. La semaine dernière, je défendais une jeune fille qui a subi un viol de la part de son oncle et pendant des années. Et cet oncle pouvait nourrir une réflexion intéressante en disant, finalement, moi j'ai l'impression, sans que ça me dédouane sur le plan de la responsabilité individuelle, j'ai l'impression que c'est ma culture, c'est le système patriarcal, c'est ce qu'on m'a laissé faire qui a aussi pu me conduire à produire ces actes-là et en tirer satisfaction et en tirer jouissance. Vous voyez, ça c'est intéressant comme réflexion parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit que nous devons collectivement faire un effort de révision de notre système et cultiver l'égalité. Ça veut dire que nous devons éduquer nos enfants autour de cette idée d'égalité. Ça veut dire que nos petits garçons doivent apprendre qu'ils n'ont pas le monopole et de l'espace, par exemple, de la cour. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est très flagrant d'observer comment les enfants se conduisent à l'école. Ça veut dire qu'on doit inventer de nouveaux narratifs qui ne sont pas articulés autour de la puissance qui est synonyme de violence. Et c'est toute cette acculturation à l'égalité, j'allais dire au féminisme, hein, parce que ça me touche beaucoup, moi, de voir Gisèle Pelicot qui dit qu'elle a appris son féminisme au cours de l'audience et au cours de ce procès. Eh bien, je crois que c'est ce que nous enseigne le féminisme qui nous aidera à garder nos distances avec ce système patriarcal qui est violent et mortifère. Ça me fait penser à ce slogan féministe qu'on voit souvent en manifestation. Pour ne pas protéger nos filles, il faut d'abord éduquer nos fils. Ce que nous a appris ce procès aussi, Marie, et vous l'avez vu en premier lieu, car vous y étiez pour la rédaction de France 24, c'est que la définition de ce qu'est un viol était loin d'être communément admise. On a vu des hommes au cours de ce procès qui ne reconnaissaient pas les faits, malgré les preuves, malgré les photos, malgré les mails, malgré les vidéos, qui ne savaient pas non plus ou qui faisaient semblant de ne pas savoir ce que c'était que le consentement. On a quand même entendu des hommes dire au moment des viols du procès des viols de Mazan que c'est le mari qui donnait le consentement pour sa femme. Oui, hein, c'est un procès qui a immédiatement commencé sur les chapeaux de roue avec cette fameuse phrase qui a été prononcée par l'un des avocats de la défense et qui a beaucoup fait couler d'encre. Hein. Il y a viol et viol, comme s'il y avait des petits viols pas très graves finalement et puis des gros viols très très graves. Donc là, on est vraiment dans ce que disait votre invité, eh bien, dans la culture du viol. On est parti aussi avec des accusés qui ont d'abord plaidé l'absence d'intention, qui n'avaient pas conscience d'être des violeurs, qui plaisantaient entre eux. On les voyait plaisanter en dehors des sessions devant la cour ou pendant la pause déjeuner. Ils plaisantaient beaucoup autour presque de ce cirque. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là réellement. Il y avait un manque de prise de conscience totale et ça, on a pu l'observer. Puis, peu à peu, à force de débat, on les a vus glisser progressivement dans leur ligne de défense sur cette absence d'intention qui est devenue plus victimaire. Alors, très progressivement, les accusés se sont dressés sur une position très victimaire, à force aussi d'entendre que M. Pelicot était finalement quelqu'un de très manipulateur. Ils ont un peu saisi la balle au bond en se disant on va expliquer que nous aussi on a été manipulés par ce monsieur Pelicot. Peut-être que nous aussi nous avons été drogués. Je me souviens d'un des accusés, 32 ans, à la barre, qui expliquait qu'il était régulièrement consommateur d'alcool, de drogue, que ce soir-là, il avait pris 4 whisky, 2 rails de cocaïne, mais que ça lui faisait rien. En fait, il pensait que c'était peut-être Monsieur Pelicot qui lui avait mis de la drogue dans son verre, et c'est ça qui l'avait fait passer à l'acte. Donc, vous voyez, il y avait une forme de mauvaise foi aussi qui a fait hurler dans la salle le public qui était outré par ces explications. Donc, voilà, on en est. Quoi. Et puisqu'on est à l'heure du bilan, il faut dire quand même que, est-ce que c'est le procès des viols de Mazan? J'en suis pas sûre, mais il y a quand même des avancées. Je crois que depuis le mois de novembre dernier, le non-consentement, Clara Achour, est entré dans la définition pénale du viol. C'est important, ça? Oui, je pense que, en tout cas, je le vois surtout comme une victoire du point de vue
éthique qui montre que tous les combats qui ont été menés ont une finalité, ont été entendus. Après, évidemment, on verra ce que ça donnera et à quel point ce sera appliqué et comment. Et comment ce sera interprété, puisqu'il y a aussi ça qui entre en compte. Mais moi, je le fête comme une victoire. Il est important cet acquis, cette avancée, Maître Bouillon, sur l'inscription de cette notion de consentement dans la loi. Oui, c'est important. Alors, je ne vais pas faire un cours de droit, mais je ne suis pas sûre que ça ait une plus-value majeure dans l'application du texte et la définition du viol. C'est-à-dire qu'on avait déjà une définition qui, sans l'introduction du non-consentement, nous permettait de balayer quand même de très larges hypothèses sous le sceau de la contrainte, puisque c'est tout acte de pénétration sexuelle imposé par contrainte, menace, violence ou surprise. Donc les 4 moteurs, les 4 modes opératoires pour imposer un acte sexuel, que sont la contrainte, la menace, la violence ou la surprise. On a rajouté le non-consentement, mais plus comme, alors sur le plan éthique, disiez-vous, mais sur le plan pédagogique. C'est-à-dire que maintenant, on ne pourra plus ignorer, si on était encore dans cette hypocrisie-là, qu'un acte non consenti était un viol. Et voilà, on ne pourra plus ignorer le fait qu'il faut s'assurer du consentement avant d'avoir un rapport sexuel. Et puis, vous savez, cette évolution, elle continue également dans le mariage, parce que désormais, on introduit cette notion de non-consentement ou de consentement dans les actes sexuels à recueillir auprès de l'époux dans les obligations du mariage. C'est une proposition de loi qui est actuellement débattue. Et là aussi, ça vient déconstruire cette idée du devoir conjugal, parce que la sur votre plateau disait que ces hommes n'avaient pas conscience, alors plutôt de mauvaise foi, d'avoir commis un viol. Mais moi, je reçois des femmes qui viennent devant moi et qui me disent qu'elles ne supportent plus de devoir se soumettre au devoir conjugal et que leur mari exige le devoir conjugal et elles ont le sentiment que juridiquement, elles y sont tenues. Et donc, là, on est sur des archaïsmes absolument incroyables, alors qu'on est... voilà, on avance sur ce terrain-là, on est en 2026. Eh bien, il y a encore des hommes qui disent à leur femme « tu dois exécuter ton devoir conjugal ». Et sous devoir conjugal, en réalité, c'est de viol dont on parle. C'est ça qui se cache sous cette notion-là. Donc, le procès de Mazan, il n'en finit pas comme ça de produire des effets qui vont dans le bon sens, mais vous l'avez légèrement abordé aussi tout à l'heure, attention, il y a des vents contraires qui souffrent et rien n'est gagné sur cette question-là. Et long est le chemin. Ce que le procès a donné à voir aussi, et Marie, vous l'avez évoqué un peu au début de cette émission, c'est la violence que peut être la justice pour les victimes. Encore faut-il qu'elle rentre dans un parcours judiciaire, on y reviendra. On a vu à quel point la défense, effectivement, au procès des viols de Mazan, a mené une entreprise, ou tenté en tout cas de mener une entreprise de démolition, que la victime devient parfois l'accusée. Et c'est là que intervient votre histoire, Clara Achour. Vous dites avoir été droguée et violée lors d'une soirée par un ami, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était en 2018. Le procès a eu lieu en 2022. À l'issue de ce procès, votre agresseur a été acquitté. Est-ce que vous pouvez nous raconter la façon dont vous avez été traitée par l'institution judiciaire ? Dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance et pas du tout. Dans la mesure où l'enquête a été très, très rapide, elle a duré quelques jours. Ensuite, donc j'ai passé en fait le filtre du classement sans suite, qui est le plus gros filtre, puisqu'on est à 86% de classement pour les viols, même pour toute agression sexuelle confondue. Pour victime de viol et tentative de viol. Exactement. Donc j'ai eu cette chance-là de voir mon agresseur poursuivi. Et d'un autre côté, à chaque étape de la procédure, j'étais face à des questions qui n'avaient rien à voir avec la procédure, que ce soit des questions sur ma vie privée, notamment sexuelle, alors que moi j'avais 19 ans quand j'ai porté plainte. Donc ma vie sexuelle était d'autant plus naissante, fragile. En tout cas, ça m'a vraiment mis dans un état de vulnérabilité énorme. Et à répétition, entre les propos sexistes, racistes, discriminants ou qui renversaient... ce qu'on appelle les propos moralisateurs, qui renversaient du coup la charge de la responsabilité. Ça, c'est des choses qui ont ponctué tout mon parcours juridique, mais que j'ai encaissé un peu en baissant le dos, en me disant « Oui, mais j'ai la chance que ma procédure avance. Donc, si c'est ça le prix à payer, je le paierai. » Mais, on constate finalement que l'acquittement qui en a découlé
arrive aussi grâce à toutes ces défaillances juridiques et toute cette maltraitance. Maître Bouillon, je voudrais votre avis là-dessus dans un instant, mais pour que les gens comprennent bien la façon dont vous avez été... Comment vous racontez que vous avez été traité au cours de ce parcours judiciaire. Vous racontez que vous avez dû vous justifier sur la tenue que vous portiez ce soir-là, sur le fait d'être resté dormir chez votre agresseur après votre viol, sur votre rapport aux hommes en général, sur ce que votre physique projette notamment. On vous a quand même dit, on vous a demandé si vous aviez conscience de ce que votre physique pouvait projeter dans la tête d'un homme, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et évidemment, j'en avais aucune idée. Et c'est finalement a posteriori, et je reconstitue encore le puzzle actuellement parce qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas de cette procédure que régulièrement, je suis obligée de relire tous ces procès-verbaux en essayant d'y voir plus clair. Et plus je les relis, et plus j'y comprends des biais racistes, des stéréotypes me reliant à soit une sorte de jeune fille trop naïve, mais c'est ce que j'avais le droit d'être à 19 ans, je pense. Et soit On a le droit d'être à tout moment de sa vie. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis retrouvée à me justifier soit d'être trop naïve, soit au contraire d'être trop mature. Enfin, tout était à charge contre moi, finalement. Cet homme a été donc acquitté. Vous avez tenté de mettre fin à vos jours à l'énoncé du verdict. Et vous dites qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas une association de victimes féministes, vous seriez plus là aujourd'hui. Oui, vraiment, sans ces personnes-là et sans ma psychologue qui était venue à l'audience, moi, je suis convaincue que je ne serais pas là. En fait, quand bien même je n'aurais pas réussi à mettre fin à mes jours ce jour-là, c'était le lendemain ou le surlendemain, mais l'annonce du verdict était tellement violente dans la forme même. Et pourquoi ça a été dit comment ? Ça a été excessivement rapide. Et en fait, donc il y a 3 jours de procès, c'est un procès aux assises, c'est long. Moi, je dormais plus depuis des jours, ou très peu. Je mangeais le strict minimum. J'étais dans un état de détresse intense, mais comme c'est le cas pour quasiment toutes les victimes, enfin, c'est hyper éprouvant d'arriver devant ce qu'on attend depuis des années de procédure et qui a mis notre vie en parenthèse au final. Et arrive le moment des délibérations où le jury populaire va délibérer. Et ce moment-là, il peut durer 1 heure comme 15 heures. Donc en plus, on est sur une attente particulièrement éprouvante. Et à l'instant où ils ont délibéré, ils font re-rentrer les gens dans la salle. Et en fait, pour eux, c'est fini. Le procès, il est bouclé. Ils n'ont plus d'intérêt à prendre du temps. Et donc, ils n'ont pas pris de temps. Et je me rappellerai toute ma vie, je pense, de cette phrase qui a été prononcée, qui est « À la question à laquelle la Cour devait répondre, elle a répondu non. » Mais nous, ça fait 5 heures qu'on attend. Donc la question, on l'a plus en tête. Tout le monde s'est dit mais est-ce que la question c'est est-ce qu'elle était consentante ? Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'elle n'était pas consentante ? Est-ce qu'il l'a violée ? Enfin, en fait, on n'a plus de questions en tête jusqu'au moment où on se rappelle enfin que la question c'était est-il coupable ? Et derrière, rien n'est prévu, rien n'est pensé par rapport à la vulnérabilité des victimes dans ce cas-là. Et cette solitude, Gisèle Pelicot, elle en parle aussi beaucoup, et c'est d'autant plus fort ce qu'elle dit aussi, qu'elle était tellement, en tout cas apparemment, entourée, et ça fait écho à ce que vous dites, Maître Bouillon. Ce témoignage, bien sûr, de Clara Achour est très fort. J'imagine qu'il fait écho à beaucoup d'autres affaires que vous avez eu à traiter, et je voudrais entendre votre avis sur ce que dit Clara, que tous ces mécanismes et toute cette victimisation secondaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, la façon dont les victimes sont traitées pendant la procédure, d'une certaine façon, a un impact sur la décision judiciaire au final. C'est terrible, ce témoignage de Clara. Évidemment, je connais des situations analogues, mais je dois dire qu'elles sont assez rares parce que le gros obstacle, c'est d'arriver jusqu'au juge d'instruction. En matière criminelle, il y a une enquête préliminaire après le dépôt de plainte, puis une instruction par un juge d'instruction, puis une audience de jugement devant une cour d'assises ou une cour criminelle. Dès lors qu'on a passé le filtre du classement sans suite,
et celui d'instruction quand on arrive devant une juridiction de jugement. La plupart du temps, les dossiers sont solidement constitués et effectivement, on obtient des arrêts de condamnation, mais il y a aussi des arrêts d'acquittement. Et c'est vrai que pour les victimes, c'est une violence absolue et c'est une violence absolue que de voir sa parole niée. Plusieurs choses là-dessus. Un, l'institution judiciaire, elle n'a pas été pensée pour les victimes. Elle a été pensée pour réunir des preuves et pour faire des procès à charge et à décharge et pour réunir des éléments de culpabilité sur ceux qui comparaissent devant elle. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir faire émerger des preuves passait souvent par l'idée de malmener la plaignante. Et il fallait la pousser dans ses retranchements, voire la secouer, voire la violenter, espérant que sa parole cède sous le poids du mensonge et qu'elle reconnaisse qu'elle n'avait rien fait. Ce système de défense qu'on a vu, y compris dans des procès récents au tribunal correctionnel, je pense au procès de Pardieu notamment, ce système de défense, force est de constater qu'il a un peu fait long feu et qu'on est quand même de nombreuses les avocates féministes à nous mettre debout et à ne plus supporter qu'on malmène nos clientes comme ça dans le prétoire. Donc ça a eu cours, ça a encore cours de temps en temps, mais ça peut provoquer des jurisprudences comme celle de Depardieu, où finalement c'est le prévenu qui se voit condamné pour des processus de victimisation secondaire, comme vous l'avez rappelé, et le choix de défense qu'il a fait. Donc ça a de moins en moins de cours. Mais ce que ça dit aussi de manière plus subtile, et ce que Clara raconte, c'est cette idée profondément inscrite en nous de partage de responsabilité. C'est-à-dire tout se passe comme si finalement elle avait bien cherché. Vous voyez, la tenue, l'attitude, comment est-ce qu'elle a dû, est-ce qu'elle n'aurait pas finalement OK. Et finalement, est-ce que le violeur avait bien conscience qu'il était en train de commettre un viol? Et bien tout ça, ces actes de défense nauséabonds, ils sont là aussi en train d'évoluer. Et je crois que ça a de moins en moins de cours dans les salles d'audience. Mais c'est vrai que tout le système reste un vrai parti d'attente pour les femmes qui parlent, qu'elles ont besoin d'être accompagnées par des professionnels qui sont formés, par des associations qui peuvent comme ça soutenir. Et c'est difficile. Le procès est une épreuve éminemment difficile, bien sûr. Et d'ailleurs, Gisèle Pelicot, et c'est en ça que cette histoire est singulière, raconte qu'elle n'y serait pas parvenue si elle n'avait pas été épaulée dans le prétoire par des personnes dont c'est le travail d'accompagner les victimes. Une précision, vous évoquez Maître Bouillon, Gérard Depardieu, effectivement, il a été condamné non seulement pour les faits d'agression sexuelle, mais aussi à indemniser les plaignantes à hauteur de 1 000 € pour compenser ce préjudice de victimisation secondaire. Clara Achour, à l'issue de ce traumatisme, de cet acquittement de votre agresseur, vous avez décidé de vous lancer dans une procédure pour tenter de faire condamner la justice française, précisément pour victimisation secondaire et préjugés sexistes, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Racontez-nous quelle est cette procédure et pourquoi. Et bien justement, en parlant de victimisation secondaire, c'est quand même un terme très très large qui englobe beaucoup de choses. Et entre autres, le fait de ne pas avoir de recours possible en tant que partie civile après une audience, ça fait partie d'une victimisation secondaire dans la mesure où on est privé de nos droits. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait un recours devant la Cour européenne. C'est parce que je n'avais pas d'autre recours possible et que pour moi, il était impensable d'en rester là, alors que je suis vraiment arrivée porter plainte sans avoir trop d'idées de ce qui s'était passé. Et c'est grâce à l'enquête, c'est grâce à l'instruction que j'ai découvert qu'il y avait des lésions gynécologiques et anales qui soutiennent exactement mon témoignage, que j'avais été sous soumission chimique, que lui avait avoué une partie des faits. Donc en fait, moi je ne suis pas arrivée avec des convictions. C'est toute cette procédure-là qui m'a permis de découvrir des choses. Et malgré tout, il a été acquitté. Et c'est en ça que je considérais que ça ne pouvait pas s'arrêter là. C'est que il y a d'une part le fait d'être blessé, de ne pas être entendu à la hauteur, et d'autre part le fait d'être vraiment nié avec des choses tout à fait concrètes et matérielles qui sont amenées, et qui malgré tout ne font pas le poids face à des sortes de vérités générales qui ont été sorties pendant le procès. Je pense notamment au fait qu'il aurait un énorme pénis qui aurait provoqué des lésions. Monsieur n'a jamais été vu par un médecin pour justifier de ça. Alors que moi, évidemment que je suis passée par des analyses qui, heureusement, se sont bien passées, mais ce qui reste très intrusive. Et donc, c'est tout ça que j'ai voulu mettre en avant.
Aussi parce qu'à ce moment-là, moi j'étais convaincue que j'étais pas la seule à subir ce traitement. Et vous êtes effectivement plusieurs femmes. Exactement. Et donc 6 mois après mon recours en août 2022, la Cour européenne a mis en cause la France pour 8 affaires qui sont similaires, dont la mienne, dans lesquelles en fait on dénonce toutes les mêmes choses alors que les actes de violence qu'on a subis sont tout à fait différents. Enfin, il y a l'affaire Julie qui a été violée par des pompiers, il y a Emily Spenton, c'était des policiers, une autre, c'était son supérieur hiérarchique. Enfin, c'est vraiment des enjeux différents, mais qui, aux yeux de la justice, ont été traités tout aussi mal. Et vous attendez aujourd'hui la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. On le disait, seuls 8% des victimes de viol et tentatives de viol portent plainte pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'ici, pour un taux de condamnation inférieur à 10%, ce qui revient à dire que moins de 1% des auteurs sont condamnés. Et j'en reviens à Gisèle Pelicot et à la singularité de son histoire, qui est à la fois, une chance pour ce qu'elle a provoqué dans la société, mais aussi une référence qui peut être compliquée pour d'autres victimes. Et elle en a tout à fait conscience. Elle racontait à nos confrères de France Inter que ce sont les policiers qui sont venus à elle dans son affaire à elle et que c'est rarissime. On va l'écouter. C'est vrai que mon histoire est à part. C'est que moi, je n'ai pas été portée plainte. On est venu me chercher et les preuves, on me les a données. C'est assez extraordinaire. Toutes les victimes n'ont pas ces preuves-là. Souvent, c'est elles qui font la démarche d'aller porter plainte. C'est plus compliqué. Et elles n'ont pas les preuves. Comme le disait Clara, Marie Schuster, passer la porte du commissariat. On y revient souvent quand même dans ces discussions. Il est reproché aux victimes de se dévoiler dans la presse ici, de le raconter à un ami, de le raconter dans le cadre de l'entreprise, mais de ne pas aller voir les policiers. Mais c'est évidemment pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, toutes les associations féministes qui défendent ces victimes de viol l'expliquent très bien. Passer la porte d'un commissariat, on ne sait jamais vraiment sur qui on va tomber. Et dans ce parcours judiciaire semé d'embûches pour toutes les victimes de viol, il y a cette première étape et toujours cette même phrase: sur qui va-t-on tomber? Il y a effectivement cette dose de subjectivité qui réellement porte atteinte aux victimes. Alors la première, effectivement, ce sont celui des policiers. Alors la police a beaucoup fait, a tenté d'alerter, de former les policiers à la réception des témoignages de victimes. La parole des victimes semble être mieux prise en compte maintenant auprès de la police. Mais évidemment, est-ce que c'est généralisé? Est-ce que c'est une pratique qui aujourd'hui est courante? C'est difficile à dire. Et puis, il y a aussi cette étape du magistrat, parce qu'une fois que le policier a recueilli la parole de la victime, il téléphone au magistrat, et c'est là encore à la subjectivité du magistrat qui... Souvent, les magistrats ne sont pas spécialisés dans les affaires de viol ou d'agression sexuelle. Ils ont sur leur bureau 150 dossiers, des braquages, des vols de portefeuille, voilà, un petit peu de tout. Et en un temps record, ils doivent prendre une décision. Est-ce qu'on poursuit l'enquête ou pas? Donc, vous voyez, il y a énormément de subjectivité qui crée ces embûches pour toutes ces victimes de viol et qui se retrouvent ensuite devant les cours d'assises et les cours correctionnels. Et puis la question de la preuve, la question de ce qu'on appelle vulgairement, j'allais dire, parole contre parole. Alors, ce que le procès, c'est un des derniers points que je voulais aborder. On l'a abordé trop brièvement avec vous, Clara Achour, et je voudrais qu'on y revienne. C'est qu'il a fait entrer ce procès la question de la soumission chimique dans la société. Vous en avez été victime. Et c'est vrai que... il me semble que il y a eu l'affaire bien sûr de cette députée qui a été dont l'agresseur a été condamné. Bien sûr, il a été condamné, n'est-ce pas, il y a quelques semaines. C'est un outil de domination qui était en fait avant les viols de Mazan assez méconnu. Et pourtant, les affaires fleurissent depuis. C'était important aussi que ce procès raconte cette histoire-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a eu ce procès et il y a eu, entre autres outils importants, l'association M'endors pas de Caroline Darian, qui est donc la fille de Gisèle Pelicot, qui est, je pense, essentielle parce que, typiquement, on m'a posé la question de « Avez-vous été droguée? Pensez-vous avoir été droguée ?» Et moi, j'ai répondu en toute sincérité « Non ». Parce que j'étais à une soirée entre amis, on était moins d'une vingtaine, personne ne consommait de drogue. Pour moi, on n'était pas du tout dans un cadre dans lequel
on soumet quelqu'un chimiquement. Et autant je pense que dans ma génération, on a appris à faire attention à nos verres en boîte, en bar. Autant dans le cadre privé, pas du tout. Et j'espère quand même qu'on n'aura jamais à vraiment le faire, parce que sinon ça devient invivable. Mais c'est important aussi de savoir reconnaître les signes qui sont très très discrets finalement. Moi j'étais à une période de l'année où j'étais fatiguée, j'avais mes examens. En fait juste j'étais fatiguée. Pour moi ça s'arrêtait à là. Et j'ai été extrêmement surprise de découvrir les analyses toxicologiques qui relèvent de la morphine dans mes urines. Parce que je me serais jamais doutée que c'était chimiquement que j'étais si fatiguée. Sandrine Josso, c'est le nom de la députée que je cherchais, et son agresseur a été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir drogué sa collègue en vue de l'agresser. J'entendais Maître Bouillon, Rada Atemgantzer, qui est gynécologue bien connu, qui a fondé la Maison des Femmes de Saint-Denis, dire que le procès de Mazan sur la question de la soumission chimique avait provoqué un électrochoc, qu'il avait fait entrer cette question dans le débat public, là où pendant des années ça devait sans doute arriver, mais on en parlait très peu. Oui, c'est vrai. Et pour trouver, il faut chercher. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai revu beaucoup de situations où, parce que je ne connaissais pas ça, et pourtant je suis très formée, je n'ai pas pensé à soulever cette hypothèse-là. Pardon, vous avez relu, vous avez revisité des affaires anciennes à la lumière de ce que... Ouais. Et pour tout vous dire, j'ai même une situation où le dossier avait été classé sans suite et l'auteur des faits avait commis un autre viol sous soumission chimique postérieurement à cette situation initiale, et on a pu faire réouvrir le dossier et faire exploiter les examens de sang et d'urine qui avaient été extrêmement mal faits de ce deuxième cas, qui était donc, vous l'avez compris, antérieur à celui qui a été jugé plus tard, parce qu'on s'est mis à rechercher les traces de soumission chimique. Donc là aussi, on aborde cette hypothèse de manière bien plus systématique que c'était le cas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la soumission chimique, c'est un procédé extrêmement ancien en réalité, et qu'on n'a pas attendu le GHB ou les benzodiazépines pour soumettre chimiquement les femmes. Le fait de les faire boire, par exemple, était aussi une manière d'abolir leur état de conscience et de pouvoir accéder à leur corps. Mais au risque de paraître insistante, c'est toujours cette même idée. Qu'est-ce qui fait que des hommes se pensent autorisés à soumettre chimiquement le corps des femmes pour... C'est quand même absolument dingue. Moi, j'ai une fille de 19 ans et quand elle sort en soirée, elle doit faire attention à son verre et à ne pas être soumise chimiquement. Qu'est-ce que ça dit de nous et pourquoi sommes-nous une société où le corps des femmes est quand même le sujet de prédation, l'objet de prédation des hommes et de jeunes hommes de manière aussi importante? Moi, je crois que ce n'est pas une fatalité et je crois qu'on peut changer de paradigme, mais encore faut-il le vouloir. C'est vrai que le parallèle avec l'alcool est intéressant là-dessus, sur la soumission chimique, Marie. Oui, mais la soumission, la reconnaissance de la soumission chimique lors de ce procès a eu des effets très concrets sur la loi, puisque un décret maintenant va permettre justement aux victimes de viol, ou en tout cas celles qui se pensent victimes de viol sous soumission chimique, de pouvoir faire tester leurs urines, leur sang, et d'être remboursées par la sécurité sociale depuis le 1er janvier. Absolument, et d'être remboursées par la sécurité sociale, et ça en dehors de tout dépôt de plainte. C'est-à-dire que dans un parcours classique de la victime de viol, eh bien, la victime devait d'abord porter plainte avant de pouvoir accéder à une unité médico-judiciaire spécialisée qui pratique ces analyses toxicologiques. Donc là, en dehors de tout dépôt de plainte, on peut tout à fait se faire tester. Il suffit d'aller voir son médecin et d'avoir une ordonnance. Et c'est très important, effectivement. On en vient à la fin de cette émission. Il n'est évidemment aucunement question ici de faire le procès de Gisèle Pelicot, loin de moi. Mais en écoutant Gisèle Pelicot ces derniers jours, et on ne peut qu'être admiratif et très heureux pour elle de voir à quel point elle raconte que le bonheur est revenu et qu'elle a surmonté. Il y a, j'imagine, quand on est victime,
cette détermination, ce courage dont elle a fait preuve, le fait qu'on en ait fait une icône parce qu'elle a été, je mets beaucoup de guillemets, une bonne victime. Elle s'est tenue droite, elle a refusé le huis clos, elle a été incroyablement déterminante pour beaucoup de femmes. Est-ce que vous, en tant que victime, parfois, vous vous dites que c'est un peu lourd à porter aussi parce qu'on n'arrive pas toujours à se tenir droite, on n'arrive pas toujours à être d'une dignité à toute épreuve et que c'est un peu à double tranchant, ce discours-là? Oui, bien sûr. En effet, il ne s'agit absolument pas de critiquer quoi que ce soit de Gisèle Pelicot, mais je dirais plutôt justement la médiatisation qui en a été faite, dans la mesure où Gisèle Pelicot, c'est une femme qui a autant le droit de se tenir digne publiquement que d'être une loque sur son canapé, et elle pourrait le faire publiquement aussi, qu'elle aurait le droit. Et j'espère qu'avec le temps, on arrivera aussi à démocratiser l'idée que, en fait, les victimes de viol et d'agressions sexuelles réagissent chacune avec leurs outils et leurs ressources, et que c'est fluctuant, et qu'il y en a qui vont d'un coup avoir une sexualité hyper libérée parce que c'est comme ça qu'elles vont se retrouver, comme d'autres vont cesser tout acte sexuel ou romantique, ou en fait on est multiples, et justement parce que malheureusement on est tellement nombreuses à être victimes que forcément les vécus sont hyper différents, et qu'il n'y a pas à faire de parallèle. Et par contre, je sais que ça a pu être très très dur pour des victimes qui n'ont pas eu de procès, n'ont même pas eu de possibilité de porter plainte, d'assister à la médiatisation des procès de Mazan, avec cette sorte d'égérisation de Gisèle Pelicot qu'elle n'avait pas spécialement demandé. Oui, qu'elle refuse aujourd'hui. C'est ça. Et je pense que beaucoup se sont surtout identifiés finalement à Caroline, qui aurait dû avoir comme Gisèle, Caroline sa fille, oui, qui aurait dû avoir cette même main tendue des policiers qui ont découvert des choses beaucoup trop explicites pour que le doute subsiste, et qui aurait dû lui proposer aussi toute une suite et qu'elle ait un procès. Une autre histoire dans l'histoire, effectivement. Merci infiniment, Clara Achour, d'être venue ce matin sur ce plateau, membre donc du collectif Notre Orage, et ces poursuites que vous faites devant la Cour européenne des droits de l'homme pour victimisation secondaire de la part de la justice française. Merci beaucoup, Maître Bouillon, d'être venu ce matin sur le plateau à distance, d'être intervenu sur le plateau pour cette émission. Marie Schuster, merci, vous êtes ici chez vous. Et donc, La joie de vivre qui sort chez Flammarion aujourd'hui, signée Gisèle Pelicot, et qu'elle a coécrit avec Judith Pérignon. Voilà, c'est dit. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast